Nomination de Tsimi Antoine, la stratégie silencieuse de Paul Biya pour neutraliser Ngo. Imaginez un homme puissant. Un homme que le système avait broyé, humilié, écarté. Un homme qu'on avait renvoyé dans son village, littéralement, en lui refusant même le droit d'exploiter un bout de terrain dans sa propre terre natale. Un homme dont le dossier semblait classé, fermé, scellé à jamais dans les archives poussiéreuses de la République. Et puis, un matin, son nom réapparaît. Pas dans n'importe quel contexte. Pas pour une petite fonction honorifique. Non. Son nom est prononcé au sommet de l'État, dans les couloirs les plus feutrés du pouvoir camerounais. Et ce nom, Tsimi Antoine, est placé au cœur de l'entreprise la plus stratégique du moment, la Socadel, la nouvelle société qui contrôle désormais l'électricité de tout un pays. Une nomination. Un seul décret. Et pourtant, derrière ce bout de papier officiel, se cache peut-être l'un des actes politiques les plus calculés, les plus froids, les plus chirurgicaux de ces dernières années au Cameroun. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre va changer votre façon de lire les nominations au Cameroun. Pour toujours. Partie 1. Contexte et fait. Qui est Tsimi Antoine, et qu'est-ce que la Socadel? Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut d'abord poser les bases. Parce qu'on ne peut pas analyser ce que l'on ne comprend pas. Et dans la politique camerounaise, les apparences sont rarement la réalité. Commençons par Tsimi Antoine. Cet homme n'est pas un inconnu pour ceux qui suivent la scène politique camerounaise depuis des années. Ancien ministre, personnalité issue des sphères proches du chef de l'État, Tsimi appartient à cette catégorie de personnages que l'on appelle, dans le jargon de la République de Yaoundé, les hommes du président, pas des technocrates, pas des militants de parti, mais des fidèles personnels, des loyaux dont l'unique boussole pointe en direction de Paul Biya. Mais voilà ce que beaucoup ont oublié ou peut-être jamais su. En 2013, Tsimi Antoine avait tenté de lancer un projet économique dans son village natal de Nkomendamba. Un projet de carrière de gravier. Rien d'extraordinaire en apparence. Le genre d'initiative que font beaucoup d'anciens responsables qui rentrent dans leur région pour y investir, y créer des emplois, y laisser une trace. Sauf que quelqu'un a mis un frein brutal à ce projet. Et ce quelqu'un n'était pas n'importe qui. Ce quelqu'un, c'était Ferdinand Ngo, à l'époque déjà homme fort des coulisses du pouvoir, et aujourd'hui secrétaire général de la présidence de la République, autrement dit le poste le plus puissant dans l'ombre du trône camerounais. Ngo avait, selon plusieurs sources concordantes, bloqué ce projet. Un ancien ministre. Dans son propre village. Empêché d'exploiter un bout de terrain. Pensez-y un instant. Ce n'est pas une simple décision administrative. C'est un message. C'est une démonstration de force. C'est dire à quelqu'un, tu n'as plus de valeur ici. Tu n'existes plus dans ce système. Mais attendez. Parce que l'histoire, comme toujours en politique, ne s'arrête pas là. Passons maintenant à l'autre acteur central de cette histoire, la Socadel. Le Cameroun traverse depuis plusieurs années une profonde restructuration de son secteur énergétique. Pendant longtemps, la distribution et la production d'électricité étaient entre les mains de NEO, une entreprise privée à capitaux étrangers, notamment la multinationale Acti. Un contrat de concession qui faisait régulièrement polémique, problèmes d'approvisionnement, délestage à répétition, tarifs contestés, populations exaspérées. Puis est venue la décision historique, la renationalisation. L'État camerounais a repris le contrôle du secteur électrique. Et de cette reprise en main est née la Socadel, la société camerounaise de distribution d'électricité. Une nouvelle entité. Un nouveau départ. Et surtout, un actif colossal. Parce qu'il faut comprendre ce que représente l'électricité dans une économie comme celle du Cameroun. Ce n'est pas juste de la lumière dans les foyers. C'est des contrats d'infrastructures pharaoniques. C'est des marchés de travaux qui se chiffrent en centaines de milliards. C'est la capacité d'allumer ou d'éteindre des entreprises entières. C'est un levier de pouvoir économique et politique d'une ampleur que peu d'autres secteurs peuvent égaler. Qui contrôle l'électricité au Cameroun contrôle une part énorme de l'économie nationale. Et c'est exactement pour ça que la composition du conseil d'administration de la Socadel n'est pas un détail bureaucratique. C'est un acte politique majeur. Un acte qui dit, sans le dire, qui détient réellement le pouvoir dans ce pays. Alors quand le nom de Tsimi Antoine apparaît dans ce conseil d'administration, pas comme représentant d'une institution, pas comme délégué d'un ministère,
mais comme personnalité nommée en propre par le président de la République. Les observateurs les plus avisés ont immédiatement compris que quelque chose d'important venait de se passer. Partie 2. Le conflit, le duel silencieux au sommet de la République. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le Cameroun officiel n'a qu'un seul chef. Paul Biya. 91 ans. Président depuis 1982. L'homme qui a vu tomber des empires, survivre des crises, traverser des générations entières de rivaux politiques. Celui dont chaque silence est analysé, chaque geste décortiqué, chaque nomination commentée pendant des semaines. Mais dans les coulisses de ce pouvoir unique, il existe depuis plusieurs années une réalité que les observateurs politiques camerounais connaissent bien, la montée en puissance de Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence. Le poste que certains appellent le vrai premier ministère. L'homme qui filtre les accès au chef de l'État. L'homme dont la signature ouvre des portes que même des ministres n'arrivent pas à franchir. L'homme qui, selon plusieurs analyses, aurait progressivement étendu son influence à des secteurs entiers de l'administration camerounaise. Ngo est puissant. Très puissant. Et dans un pays où la succession présidentielle est l'obsession non déclarée de tous les acteurs politiques, cette puissance soulève une question fondamentale, est-ce que Ngo se prépare à quelque chose? Personne n'ose le dire ouvertement. Mais tout le monde l'observe. Et c'est dans ce contexte de surveillance mutuelle, de jeu d'influence, de positionnement pour l'après, que la nomination de Tsimi Antoine prend toute sa dimension. Parce que rappelons-nous, c'est Ngo qui avait humilié Tsimi en 2013. C'est Ngo qui avait bloqué son projet dans son village. C'est Ngo qui avait, symboliquement, dit à cet homme, tu ne comptes plus. Et aujourd'hui, c'est Paul Biya en personne qui relève Tsimi. Qui le place au cœur de l'actif le plus stratégique du moment. Qui lui donne une légitimité qui ne dépend de personne d'autre que du chef de l'État lui-même. Le message est d'une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas d'une réhabilitation ordinaire. Il s'agit d'une démonstration. D'une leçon publique, donnée dans le langage codé des nominations au Cameroun, un langage que tout le monde comprend, mais que personne ne traduit à voix haute. Je nomme encore. C'est encore moi qui décide. Et ceux que tu as écrasés, je peux les relever. C'est ce que dit cette nomination, entre les lignes. C'est le message que Paul Biya envoie à Ferdinand Ngo. Pas avec des mots. Pas dans un discours. Mais avec un décret. Un seul décret. Sobre, officiel, irréfutable. Et ce message contient plusieurs niveaux de lecture que nous allons explorer ensemble. Mais avant cela, arrêtons-nous sur quelque chose d'essentiel que beaucoup ont manqué. Dans le conseil d'administration de la Socadel, il y a plusieurs catégories de membres. Il y a les représentants institutionnels, ceux qui siègent au nom de la présidence, au nom du premier ministère, au nom de tel ou tel ministère. Ces personnalités sont là parce que leurs institutions les ont désignées. Leur fidélité est d'abord institutionnelle. Et puis il y a Tsimi Antoine. Nommé non pas comme représentant d'une institution. Nommé comme personnalité directement, personnellement, en propre, par le président de la République. Cette distinction, aussi technique qu'elle paraisse, est fondamentale. Parce qu'elle signifie que la légitimité de Tsimi dans ce Canada ne passe par aucun intermédiaire. Elle ne vient pas du gouvernement. Elle ne vient pas du SG de la présidence. Elle ne vient pas du clan familial présidentiel. Elle vient exclusivement de Paul Biya. Ce qui fait de Tsimi Antoine quelque chose de très particulier dans ce dispositif, un administrateur dont la fidélité est personnelle et directe au chef de l'État. Un homme qui n'est redevable qu'à une seule personne. Et cette personne, c'est le président. Partie 3, révélation et décryptage, ce que cette nomination dit vraiment. Maintenant, allons plus loin. Parce que si vous pensez avoir tout compris, attendez la suite. Cette nomination opère sur plusieurs registres simultanément. Et c'est précisément ça qui en fait un acte politique d'une sophistication rare, même pour le Cameroun, qui n'est pourtant pas en manque d'acteurs politiques habiles. Premier registre, la mémoire politique. Paul Biya est souvent décrit comme un homme qui n'oublie pas. Ni les trahisons. Ni les loyautés. Cette nomination est une confirmation de cette réputation. En relevant Tsimi, un homme que le système avait marginalisé, Biya envoie un signal à tous ses fidèles, si tu m'es loyal, je ne t'oublie pas. Même si on t'écrase, je peux te relever.
C'est une politique de la récompense différée. Un message d'espoir pour tous ceux qui ont été mis à l'écart, qui se demandent si leur fidélité sera un jour reconnue. Et simultanément, c'est un avertissement pour ceux qui pensent pouvoir écarter des proches du président sans conséquence. Deuxième registre, le contrôle des actifs stratégiques. La Socadel n'est pas une société ordinaire. Elle représente la reprise en main d'un secteur clé de l'économie nationale. Et dans cette reprise en main, la question qui se pose immédiatement est, qui va en bénéficier? Qui va contrôler les contrats, les marchés, les décisions d'investissement? Dans le Cameroun d'aujourd'hui, avec ses clans, ses réseaux, ses cercles d'influence multiples, le clan familial, les proches du SG, les hommes du gouvernement, chaque actif stratégique devient instantanément l'objet d'une compétition discrète mais féroce. En plaçant Tsimi dans ce Canada, Paul Biya crée ce que certains analystes pourraient appeler un garde-fou présidentiel. Un œil. Une oreille. Quelqu'un dont la mission première n'est pas de gérer l'entreprise, mais de s'assurer que cet actif reste dans le giron du président. Le message implicite est clair, cet actif ne vous appartient pas automatiquement. Ne faites pas de plan dessus sans moi. Troisième registre, la question de la succession. Et c'est là qu'on touche au cœur le plus sensible de la politique camerounaise contemporaine. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Il est l'un des chefs d'État les plus âgés et les plus longtemps en fonction du monde. La question de sa succession, même si elle reste officiellement taboue, structure en profondeur tous les positionnements politiques au Cameroun. Ferdinand Ngo est perçu par certains observateurs comme quelqu'un qui consolide méthodiquement sa position. Son rôle de SG de la présidence lui donne un accès unique au rouage du pouvoir. Certains lui prêtent des ambitions. D'autres lui attribuent une influence grandissante dans des secteurs stratégiques. Dans ce contexte, placé dans le Canada de la Socadel un homme dont la fidélité est personnelle à Biya et non au système, non au gouvernement, non au réseau qui gravite autour de la présidence, c'est créer un verrou. Un verrou qui dit, ce secteur ne basculera pas dans un camp pendant ma présidence. Il reste sous mon regard direct. C'est une façon de gérer la presse sans en parler. De préparer des contrepoids sans les annoncer. De gouverner non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les scénarios de demain. Mais il y a encore autre chose. Quelque chose que peu d'analyses ont soulevé. Cette nomination dit aussi quelque chose sur Paul Biya lui-même. Elle dit qu'à 91 ans, cet homme n'est pas en train de laisser les choses dériver. Il n'est pas en train de déléguer le pouvoir réel pendant qu'il signe des textes officiels. Il est en train de prendre des décisions politiques actives, des décisions qui montrent une lecture précise du rapport de force dans son propre système. C'est peut-être ça, le détail le plus frappant de toute cette affaire. Dans un pays où certains commençaient à murmurer que le président était de plus en plus en retrait, que les vraies décisions se prenaient ailleurs, que le pouvoir réel avait glissé vers d'autres mains, cette nomination arrive comme un coup de tonnerre silencieux. Biya est là. Biya voit. Biya décide. Et il choisit de le démontrer non pas par un discours, non pas par une apparition publique, mais par un décret. Un nom? Tsimi Antoine. Simple. Direct. Imparable. Partie 4. Analyse satirique approfondie, le Cameroun et ses nominations en code. Maintenant, permettez-nous un moment de franchise avec le regard qui caractérise notre façon camerounaise de lire le pouvoir. Parce qu'en Afrique centrale, et au Cameroun en particulier, les nominations ne sont jamais des nominations. Ce sont des messages. Des avertissements. Des déclarations de guerre en costume administratif. Il y a un vieux proverbe qui dit que, quand le lion rugit, ce n'est pas pour les moutons qu'il chasse, c'est pour rappeler aux autres lions qui est le roi. Au Cameroun, les décrets présidentiels, c'est exactement ça. Le rugissement ne s'adresse pas aux Camerounais ordinaires qui vont chercher un emploi. Il s'adresse aux autres lions. Et ce décret nommant Tsimi Antoine à la Socadel est un rugissement parfaitement ciblé. Pensez à l'ironie de la situation. Ferdinand Ngo, en 2013, avait cru bon de bloquer le projet d'un ancien ministre dans son propre village. Geste de pouvoir. Démonstration de qui commande. Peut-être même, pour utiliser un mot camerounais que tout le monde comprend, une façon de matar quelqu'un de lui montrer qu'il ne compte plus. Mais voilà le problème avec ce genre de geste au Cameroun, il laisse des traces. Il laisse des rancœurs. Et surtout, il oublie une règle fondamentale de la politique, ne jamais humilier quelqu'un que le chef aime encore. Parce que tôt ou tard, le chef se souvient. Et quand il se souvient, il répond.
Pas avec des mots. Avec des actes. Avec des décrets. Avec des nominations. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Biya n'a pas convoqué Ngo. Il ne lui a pas envoyé une note. Il n'a pas fait de discours. Il a simplement signé. Et dans cette signature, toute l'humiliation de 2013 a été retournée, avec intérêt. Il y a quelque chose de profondément shakespearien dans cette séquence politique. La chute d'un homme. L'humiliation publique. La traversée du désert. Et puis le retour non pas comme suppliant, mais comme nommé présidentiel, administrateur d'une société stratégique, personnalité choisie par le chef de l'État lui-même. Dans les grandes tragédies, il y a toujours un moment où le roi rappelle à ses courtisans qu'il est encore le roi. Pas parce que sa couronne brille plus fort. Pas parce qu'il crie plus fort. Mais parce qu'il fait quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, qui remet chacun à sa place. Au Cameroun, ce moment s'appelle un décret de nomination. Et ce décret-là, en particulier, est un chef-d'œuvre du genre. Parce qu'il accomplit plusieurs choses à la fois, sans qu'il soit possible de le contester, de le critiquer, de le refuser. C'est une nomination légale, institutionnelle, officielle. Qui peut s'y opposer? Qui peut dire que c'est une erreur? Personne. Et pourtant, tout le monde a compris. Parlons maintenant d'un aspect que les observateurs superficiels ont tendance à négliger, la géographie du pouvoir dans un conseil d'administration. Un Canada, ce n'est pas juste une réunion de gens en costume autour d'une table. C'est un espace de pouvoir. C'est là que les grandes orientations sont validées, que les contrats structurants sont approuvés, que les décisions qui engagent des milliards sont entérinées. Et dans un Canada comme celui de la Socadelle, où siègent des représentants de la présidence, du Premier ministère, de plusieurs ministères, c'est-à-dire potentiellement des hommes issus de différents cercles d'influence, chaque voix compte. Chaque voix porte une loyauté. Et la loyauté de Tsimi Antoine, elle, est clairement identifiée. Elle est personnelle. Elle est directe. Elle est au président. Ce n'est pas anodin. Dans un contexte où les cercles d'influence se multiplient et se chevauchent, avoir dans ce Canada un administrateur dont la fidélité ne fait aucun doute, c'est s'assurer que les informations circulent dans la bonne direction. Que les décisions stratégiques ne s'éloignent pas trop du radar présidentiel. Que personne ne prenne des libertés avec cet actif en espérant que le vieux ne verra pas. Le vieux voit. Le vieux a placé quelqu'un pour voir à sa place. Et c'est là que la satire rejoint l'analyse sérieuse. Au Cameroun, on dit souvent que Paul Biya a survécu à tous ses adversaires non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il est le plus patient. Là où d'autres s'agitent, il observe. Là où d'autres parlent, il se tait. Là où d'autres accumulent des ennemis déclarés, il accumule des informations. Et quand il agit avec précision. Avec économie de moyens. Avec un sens aigu de la symbolique. Cette nomination de Tsimi Antoine, c'est du Paul Biya pur. Pas de bruit. Pas de fanfare. Pas d'explication officielle. Juste un décret. Juste un nom. Et derrière ce nom, un message qui résonne dans tous les bureaux climatisés de Yaoundé. Pour Ferdinand Ngo, ce message est probablement inconfortable. Pas parce qu'il constitue une menace directe, Ngo reste secrétaire général de la présidence, poste immensément puissant. Mais parce qu'il rappelle une réalité que les hommes de pouvoir préfèrent parfois oublier quand ils commencent à se sentir indispensables, le pouvoir qu'on exerce vient de quelqu'un. Et ce quelqu'un peut le reprendre, le moduler, le recadrer à tout moment. C'est ça, la leçon de ce décret. Il y a une image que nous aimons utiliser pour décrire ce genre de situation politique au Cameroun, celle d'un échiquier invisible. Tout le monde joue. Tout le monde pense avoir une stratégie. Tout le monde déplace ses pièces avec soin. Mais au Cameroun, depuis 1982, il y a un joueur qui ne perd jamais sa vue d'ensemble. Un joueur qui laisse les autres faire leurs mouvements, qui laisse les tensions monter, qui laisse les ambitions se dévoiler et qui intervient au moment le plus inattendu, avec un mouvement que personne n'avait anticipé. La nomination de Tsimi Antoine à la Socadelle est ce genre de mouvement. Ce n'est pas un coup fatal. Ce n'est pas une révolution de palais. C'est juste un rappel. Un repositionnement. Une manière de dire, j'ai encore des pièces. Et je sais encore comment les jouer. Conclusion, la question qui reste ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Une nomination. Un décret. Un nom,
Tsimi Antoine. Et derrière ce nom, une démonstration politique d'une précision rare. D'abord, la mémoire du pouvoir. Au Cameroun, les dettes politiques se remboursent. Les loyautés se récompensent. Les humiliations se répondent. Pas immédiatement. Pas bruyamment. Mais elles se répondent. Ensuite, le contrôle des actifs stratégiques. Dans un pays où la renationalisation de l'électricité crée un actif économique colossal, le président a choisi de placer un homme à lui, pas un homme du système, pas un homme d'un clan, mais un homme à lui, dans le conseil d'administration. Et enfin, le signal à Ngo, le message le plus subtil, le plus chirurgical, le plus difficile à contester publiquement. Je nomme encore. Je décide encore. Et ceux que tu croyais avoir effacés, je peux les ramener. Mais il nous reste une question. Une question que nous posons non pas pour avoir une réponse définitive, parce que la politique camerounaise ne fonctionne pas comme ça, mais pour ouvrir la réflexion. Si Paul Biya, à 91 ans, est encore capable de ce niveau de précision politique, de lire les rapports de force internes, d'identifier les vulnérabilités, de choisir le bon moment et le bon instrument pour envoyer le bon message, alors qui, réellement, gouverne le Cameroun aujourd'hui? Est-ce que ce sont les hommes forts qu'on voit dans les bureaux climatisés de Yaoundé? Est-ce que ce sont les réseaux qui s'agitent dans l'ombre? Ou est-ce que c'est encore, malgré tout, malgré l'âge et malgré les murmures, cet homme discret de 91 ans, qui depuis plus de 40 ans continue de jouer aux échecs avec des pièces que personne d'autre ne voit? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que cette question mérite votre voix. Et si cette vidéo vous a apporté une lecture différente de la politique camerounaise, partagez-la. Parce que comprendre le pouvoir, c'est déjà refuser d'en être la victime silencieuse. À bientôt.